Alors, trapèze. Hein? On pourrait croire que c'est en forme de trapèze. Vous vous souvenez de notre école communale, grande base, petite base, n'est-ce pas? Bon, ben, je vous propose dans un premier temps de placer le trapèze dans l'autre sens. Grande base, le trapèze géométrique, petite base ici. Voilà. Hein? Et puis c'est aberrant parce que ça devrait être les trapèzes. Vous voyez, n'est-ce pas? À ce moment-là, l'anatomie, n'est-ce pas, met un crâne ici, un rachis là, n'est-ce pas? Les omoplates quelque part par là, n'est-ce pas? Et elle est contente. Elle voit le trapèze comme ça parce que, bien évidemment, vous le savez, je l'ai peut-être pas assez dit. J'ai écrit un article dans un catalogue pour une exposition superbe organisée par Jean Clair qui s'appelait « L'âme au corps ». Si par hasard, ça vous amuse de me lire, là, les 3 articles que j'ai écrits dans ma vie, j'ai mis 3 mois à les écrire. J'en ai écrit d'autres, mais disons les 3 articles fondamentaux sur mon enseignement, j'ai profité de 3 occasions. Il y a L'âme au corps, qui est donc un catalogue d'une exposition qui n'a pas eu de chance parce qu'elle a été organisée au Grand Palais au moment où il y a un écrou qui est tombé de la verrière à 1 mètre du crâne d'une personnalité qui visitait le Grand Palais, n'est-ce pas? Donc à ce moment-là, on a fermé le Grand Palais, et vous savez qu'il est fermé là depuis, n'est-ce pas? Mais il y a des expositions comme Constable, par exemple, qui sont organisées, parce que là, ça tient debout. Hein, c'est un peu comme Saint-Sulpice, qui, grâce à l'une d'entre vous qui m'a prêté un livre assez amusant de Jean-Paul Kaufmann, j'ai découvert que Saint-Sulpice s'écroule de partout, ça fait très peur. Chaque fois que je passe le long, maintenant, je regarde ce qui tombe. Et c'est vrai, ce matin, il y avait des pompiers, etc. C'est étrange, non? Cette fin du XXe siècle où on ravale, les immeubles sont yaourtés régulièrement, et pendant ce temps-là, il y a des choses qui s'écroulent, et nos petits-enfants, sans doute, visiteront les ruines de Saint-Sulpice. Alors, on protégera le Delacroix dans une cage de plexiglas. Donc, le trapèze, ou de bord. Saint-Sulpice. Vous pouvez m'aider? Pardon? 3 articles. Le premier dans L'âme au corps. J'y tiens énormément. Je l'ai vraiment potassé, et il s'appelle « De l'anatomie à la morphologie ». C'est tout simple. Hein? Et j'explique, voilà, le passé, etc. Le deuxième, c'est dans le catalogue Géricault, où je mets en garde les amateurs de folklore qui croient que Géricault vivait avec des cadavres pourris dans son atelier. Ça, s'il y a bien une chose que je déteste, c'est le folklore chic, n'est-ce pas? Et je prouve par hasard, par A plus B, par des promenades que j'ai faites dans divers musées, qu'en fait, Géricault dessinait d'après des moulages en plâtre de dissection. Donc, il n'a jamais senti l'odeur directe du cadavre lorsqu'il peignait. Tout ça, c'est de la frime. Et je rends hommage à un grand monsieur, qui est vraiment mon ancêtre, qui s'appelle Gerdy, et qui visiblement faisait un cours à peu près comme le mien au XIXe siècle. Voilà. Le troisième, c'est dans le catalogue... Alors, Géricault, c'est publié par l'École des Beaux-Arts, et le troisième, c'est dans le catalogue Duchesne de Boulogne. Et là, je crois aussi que j'ai dit des choses, et on a dit que j'en avais dit, en tous les cas. Même dans l'IB, j'ai eu des articles, vous voyez. Bon, c'est pour vous dire, ils sont bien, mes trucs. Et donc, alors, je ne suis pas historien d'art, bien évidemment. Et donc, dans cet article sur Duchesne, là, je me révèle à moi-même, après avoir été à Cambridge, etc., étudier Darwin et compagnie, que c'est Léonard qui avait raison. Léonard, mort en 1512, qui a dit les choses les plus exactes sur la physiologie des muscles du visage. Et on ne pouvait pas le lire, évidemment, puisque c'était dans les codex qui étaient enfermés à Windsor et qui n'ont été publiés pour certains des dessins anatomiques qu'en eau forte à la fin du XVIIIe. Donc, c'était totalement inconnu avant la fin du XIXe siècle.
Et vous avez des ânes, historiens d'art avec des grandes oreilles comme ça, qui disent mais comment se fait-il qu'on n'ait pas tenu compte des dessins de Léonard, etc. Il suffit d'être terre à terre, paysan du Danube, pour se rendre compte que... Et vous savez, Léonard écrivait à l'envers en plus, hein, parce qu'il pouvait écrire à la fois à l'endroit et à l'envers. C'est pas qu'il écrivait dans un miroir. Ça aussi, c'est un truc d'historien d'art. On voit qu'ils n'ont jamais écrit à l'envers dans un miroir. Non, simplement, il y a des individus qui... Vous l'êtes peut-être, hein, parce qu'aux Beaux-Arts, il y en a souvent, ils ne le savent pas. J'ai tellement reçu des cartes postales écrites à l'envers que je peux vous dire que certains en ont fait la découverte. Vous êtes peut-être, dès qu'on est un petit peu... On peut être ambidextre, c'est-à-dire écrire des deux mains. Et c'est très commode. Moi, j'avais un patron italien, je ne sais pas si vous connaissez, Pierre Simonini, qui est un décorateur de théâtre, qui peignait des deux mains les ornements. Je peux vous dire qu'il fallait courir derrière, hein, c'était quelque chose. Voilà. Donc, dans ce catalogue de la MoCA, à un moment, c'est pour ça que j'ai l'impression tout le temps de me répéter, mais j'essaie de faire comprendre ce que c'est qu'un cadavre. Vous voyez, pas un cadavre frais, pas une personne morte hier. Ça, c'est très dangereux à disséquer. On peut en mourir, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'effroyable piqûre anatomique, n'est-ce pas? Bon, il n'y a que des chirurgiens très compétents qui dissèquent des cadavres frais. Mais quand vous allez là, rue des Saints-Pères, j'ai eu pendant longtemps l'un des professeurs comme élève, il venait par plaisir évidemment. Vous voyez, le cadavre, il prend la forme de la table. Il a été couché pendant des mois après avoir trempé dans du formol, donc il n'a aucune trace rachidienne, vous voyez. Donc les courbures du rachis, et puis de toute façon, je ne veux pas vous décrire les moments qui suivent la mort, mais il y a un amollissement et une rectitude cadavérique. Enfin bref, c'est tout un tas de choses qui font que le cadavre, son rachis est complètement vertical. Je n'ai pas voulu vous apporter des diapos aujourd'hui, j'ai mis des vésales, ça suffisait largement. La cage monte, n'est-ce pas? Le ventre descend, coule sur la table, le bassin bascule, le pubis monte, la rotule monte, les pieds soit s'écroulent, soit sont rectilignes et verticaux comme ça. Donc vous voyez le pied, vite, la rotule, vite, la cuisse, le bassin, vite, le ventre qui a été vidé, évidemment, comme un lapin pour que ça n'infecte pas. Voilà, la cage qui monte, vite, le crâne. Et en dessous, le rachis. Vous voyez? Donc c'est logique malgré tout. Il voit le rachis comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Verticalement, ça c'est vraiment la vision anatomique. Donc, en fait, n'est-ce pas? Si je m'amuse à vous dessiner en opposant ça, un trapèze tel que je le sortirais avec le regard, comme ça, d'un être vivant. Vous voyez, il y a là devant moi un jeune homme, une jeune femme, car on le voit souvent très bien. Et alors, elle ou il se tient comme ça. Bonjour Jean-François, vous voyez, à l'inverse, comme ça. D'accord? Et je détache, vous voyez, je lui détache son trapèze et je vous le montre. Vous voulez bien? À ce moment-là. Je le pose sur le tableau, mais en gardant quand même un certain style. Hein. Donc, c'est un exercice que je n'ai jamais pratiqué, mais je me suis dit que pour cette année, il fallait. Donc, je vous détache un trapèze, n'est-ce pas, comme ceci. Voilà, il s'attache en haut, sous le crâne. J'y reviendrai tout à l'heure, n'est-ce pas? Il y a un élément qui fuit vers l'avant, comme ceci, qui se retourne, n'est-ce pas? Ensuite, ça repart ici, et ça fait ça. Voilà. Alors, malheureusement, n'est-ce pas, ce qui se retourne ici, vous ne le voyez pas. N'est-ce pas? En fait, il va falloir que je vous le dessine de l'autre côté. Je peux recommencer plus plat, plus proche, ce sera plus explicite. J'imagine que je l'aplatis sur le rachis. Les vertèbres cervicales. Là, j'ai le retournement sur la clavicule. Comment voulez-vous que je le traduise? Peut-être en vous le montrant de face.
si je vous montre un trapèze de face, alors c'est-à-dire que là, je le détache du corps tel que je me présente et je vous le propose comme ceci, à ce moment-là, c'est drôle là, je n'ai jamais fait ça, à ce moment-là, il est comme ceci. Vous voyez? Et il y a le retournement qui va sur la clavicule. Tout ça, est-ce que je me fais comprendre? C'est en creux, n'est-ce pas? Et donc, ce petit retournement vers la clavicule. De dos, le voilà, c'est le même, n'est-ce pas? Et vous ne voyez pas le retournement vers la clavicule. Vous voyez les insertions sur l'acromion et l'épine de l'omoplate. Ici, une étrange forme comme ceci. Là, une étrange forme comme cela. Et une étrange forme ici. Vous voyez, c'est vraiment... Alors, certes, on n'est pas loin du trapèze, mais il y a quand même une nuance. D'accord? Qu'est-ce que j'avais l'intention de faire ici? Oui, c'était de le présenter le plus plat possible. Ce n'est pas très, très juste, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, je ne peux pas le dessiner plat sans dessiner l'omoplate. Voilà. Il faut tout de même dire, quand on le regarde, n'est-ce pas, qu'on ne peut pas ne pas être marqué par des surfaces tendineuses tout de même étranges. N'est-ce pas? Et encore, là, je les ai faites toutes petites. Ça n'est évidemment pas un muscle idiot, n'est-ce pas? Avec, comme on en voit dans les livres de sciences nat, avec un tendon au-dessus, un tendon au-dessous. Vous savez très bien qu'il y a des muscles plats. Si j'ai deux os parallèles, absolument parallèles, je n'ai pas besoin de tendons, n'est-ce pas? Les fibres sont égales, donc un flux nerveux, tout fonctionne en même temps, il ne va pas y avoir de déchirure. Si par contre, j'ai deux insertions comme ceci et un muscle comme ceci, aux fibres inégales, c'est impossible. Donc, que puis-je faire? Eh bien, j'égalise les fibres. Je peux le faire de façon assez raffinée, comme ceci, comme cela, vous voyez? Voilà. Voilà, n'est-ce pas? Je peux même le faire, mais en visant bien pour que mes fibres musculaires soient égales. Je peux même aussi, si vous y tenez, redonner du tendon ici, n'est-ce pas? Et éloigner. Voilà. Eh bien, c'est avec ce principe-là, si vous voulez, qu'on va établir le trapèze. Je pense que d'ailleurs, je vous ai un tout petit peu compliqué les choses inutilement. Voilà, gardons ça, c'est vraiment pas mauvais. Vous voyez? Pour que les fibres musculaires soient égales, vous vous souvenez peut-être de l'anecdote que j'avais racontée de Perrault, l'architecte de la colonnade, n'est-ce pas, frappant les cordes qui levaient les grandes, on ne peut pas dire poutres, les grandes pierres de Meudon de 11 mètres, n'est-ce pas, pour être sûr que toutes les cordes étaient tendues avec la même intensité, il frappait sur les cordes pour qu'elles soient accordées au même ton, parce qu'il était non seulement architecte, mais chirurgien, anatomiste et musicien. Donc, si vous voulez, la règle, c'est que les fibres charnues, motrices, n'est-ce pas, soient sensiblement égales. Et le problème est là. Donc, reprenons tout simplement un dos. Alors, notre dos classique, si vous voulez. D'accord? Établissons un trapèze. Plaçons une cage thoracique. Vous avez l'habitude. Plaçons la 11e et la 12e côte. Voilà. Voilà. Plaçons un bassin. Qu'est-ce qu'on prend? Un bassin masculin. Allez. Donc, un anneau pelvien cordiforme, symphyse pubienne. Voilà. Donc, tubérosité iliaque.
Voilà, vous avez parfaitement l'habitude. Comment mets-je le fémur? Comme ceci, si vous voulez. Voilà, avec la vue postérieure du fémur. Voilà, l'ischion, le trou. Il est comment? Il est ovalaire. Le trou obturateur, l'autre ischion, le sacrum, le coccyx, tubérosité iliaque. Et ici, partons carrément, hop, hop, puisqu'on a pris à plomb comme ça. Voilà. Donc, bassin. Voyons un peu si ça tient. Et là-dedans, je vais mettre le trapèze en premier, à l'inverse de ce que je fais toujours, et je mettrai les muscles en dessous après. Oui, ça va. La cage est un peu détachée. Hein. Donc, je vais lui mettre une cage très ectomorphique, comme ça, très longue. Voilà. C'est pas plus mal. Donc, je vais lui pencher, surtout pas lui courber trop la tête en avant, n'est-ce pas? Lui pencher relativement la tête en arrière. Voilà les deux apophyses mastoïdes. Les vertèbres cervicales, voilà les vertèbres thoraciques et dorsales, lombaires, 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Et puis, on pourra mettre un ligament si vous y tenez. Ça, c'est la première côte. Le sternum serait par ici, etc. Donc, ici, on va accrocher en transparence la clavicule, voilà. Voilà donc la clavicule. On la cache dans la partie qu'on ne voit pas, n'est-ce pas? Et donc, une clavicule, j'en ai une. Je l'ai peut-être laissée au fond de ma boîte. Eh oui, je croyais ne pas en avoir besoin. Donc, la clavicule, vous la posez sur la cage thoracique. Il n'y en a pas chez les chevaux, je n'ai pas besoin de leur dire, les chevaux ne grimpent pas aux arbres, n'est-ce pas? Les animaux grimpeurs, les singes, les êtres humains, etc., ont des clavicules. Le chat, par exemple, a une espèce d'ébauche de clavicule, en général de 15 à 18 mm, qui est glissée dans une aponévrose intermédiaire. Il a un seul muscle ici, nous en avons deux, le trapèze et le deltoïde claviculaire. Eh bien, ces deux muscles, chez le chat, n'en font qu'un. Et il y a une petite aponévrose transversale dans laquelle est glissé une espèce de petit morceau libre d'os, si vous voulez, qui n'a aucune articulation osseuse. Si vous voulez, c'est comme chez le chat, c'est ça. Hein? Donc, je ne sais pas si je sais dessiner un chat. Ça va encore être un chien, non? Voilà. Voilà. Donc, quand vous... Ça, je ne sais pas du tout. J'avoue que je n'ai pas de chat, je suis allergique aux poils de chat. Donc, comment ça fait? Ça fait ça. Voilà. Alors, son cuculaire, c'est un muscle. Je pourrais vous montrer ça dans un livre. Son cuculaire, ça, fait ça. Voilà. Ça lui donne une douceur dans l'épaule que vous appréciez en général. On lui caresse très facilement le cuculaire, n'est-ce pas? C'est comme la cucule des moines, si vous voulez, l'espèce de petite chose qui les protège du froid en hiver. Et là, vous voyez, il y a à l'endroit de la clavicule une aponévrose transversale. On prend un scalpel, on ouvre l'aponévrose et on trouve, sans attache à la cage, sans attache à l'omoplate, comme une espèce de baleine, de corset, vous voyez, une espèce de petit bout d'os de rien du tout, 18 mm en arc, ça, qui maintient la courbure. C'est génial parce que ça lui donne à la fois cette douceur, je ne sais pas si c'est convenable ce que j'ai dessiné,
veuillez m'en excuser, cette douceur de contour, mais quand même, ça tient en place grâce à cette petite ébauche de clavicule. Donc le chat est entre les animaux grimpeurs, comme l'homme et le singe, si vous voulez, et les animaux qui courent avec leurs antérieurs, qui mangent avec leurs cervicales, comme le cheval. Le chat grimpe aux arbres, mais vous le savez, avec ses griffes, n'est-ce pas? Ce sont surtout ses griffes qui lui... Il n'embrasse pas la branche. Vous n'avez jamais vu un chat monter à un arbre en embrassant la branche, d'accord? Ça ferait pas convenable pour un chat. Alors, donc ici, vous avez donc la clavicule. Je remets un peu de cage pour qu'on ne soit pas gêné. Et au bout de cette clavicule, avez-vous compris ça? Au bout de cette clavicule, vous voyez, vous prenez la clavicule, la voilà, et hop, c'est un être humain, donc vous l'accolez à l'omoplate. Oui, mais à l'épine de l'omoplate. Oui, mais à l'extrémité de l'épine de l'omoplate. Partie qui s'est sérieusement élargie, vous voyez, qu'on appelle acromion. D'accord? L'acromion, c'est cette surface que vous avez là, hein, que vous pouvez horizontaliser suivant les besoins, quand vous avez besoin de porter une lourde charge, n'est-ce pas? Les femmes peuvent mettre, mais dans nos pays occidentaux, ça se fait assez peu, c'est une question de culture. Les femmes ayant le crâne très horizontal, bon, ce qui est le plus commode pour elles, pour porter des charges, c'est de les mettre sur le crâne. C'est vraiment ce qu'il y a de moins fatigant, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, elles se verticalisent et ça leur donne fière allure. Mais elles craignent peut-être. N'est-ce pas? Elles laissent ça aux populations d'Afrique noire, n'est-ce pas? Qui, elles, n'ont pas de complexe et se veulent belles. Alors, hop, tiens, j'ai une très belle image d'une noire portant des bouteilles comme ça, des bouteilles en plastique, je crois, mais sublime, sublime d'élégance et de beauté, noire bouteille. Ce sera pour la prochaine fois. Et alors, donc, comme ça n'est pas dans nos habitudes... Ah bon, les hommes ont un crâne arrondi, ce serait ridicule qu'ils portent quoi que ce soit sur le crâne, n'est-ce pas? Ça glisserait de tous les côtés. Mais par contre, ils ont un acromion fantastiquement épais, large. Le mien, là, je le sens, il est gros comme ça, si vous voulez, presque comme une boîte d'allumettes de grande taille, n'est-ce pas? Donc là-dessus, vous pouvez poser toutes les valises que vous voulez, il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? C'est ce truc-là, tout simplement, vous voyez? D'accord? Donc, cet acromion, vous l'articulez, ça marche, hein? Vous l'articulez avec la clavicule. Ce soir, j'ai besoin d'assister lourdement sur tout ça. Vous voyez cette espèce de bloc osseux et l'articulation, pour ceux d'entre vous qui seraient très curieux d'articulation, c'est une articulation plane, sans aucune forme extraordinaire. Et il y a un petit ménisque ovalaire pour les amateurs, n'est-ce pas? Il y a un tout petit ménisque ovalaire entre les deux, parce que vous pensez bien que ça sert énormément dans l'existence. Et même, il y a des moments où, n'est-ce pas, alors évidemment, c'est disposé comme ceci. Si vous partez vers l'avant, ça part vers l'avant. Si vous partez vers l'arrière, ça part vers l'arrière. Oui, mais la clavicule bloque sur la cage thoracique et les muscles. Ça peut descendre un tout petit peu vers le bas, mais la ceinture scapulaire glisse. Ceinture scapulaire, c'est ça, hein, glisse ceinture, d'accord? Mais elle n'est pas fermée en arrière. La ceinture scapulaire s'appuie sur la cage, ça ne peut pas aller. Mais il y a ça qui est très, comment dirais-je, qui crée des usures de l'articulation. C'est ce mouvement-là, vous voyez. Quand on lève le bras, la ceinture scapulaire se referme comme ça. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte. Quand on lève le bras, la clavicule est là, l'épine de l'omoplate est là, et ça se referme. Et c'est à ce moment-là qu'il est bon tout de même qu'il y ait un ménisque intermédiaire pour qu'il n'y ait pas d'usure qui... Est-ce que vous comprenez? Peut-être pas. N'est-ce pas? Comme ça monte comme ceci, je suis très très schématique là. Comme ça monte comme ceci des deux côtés, c'est comme pour un varus ou un valgus, vous pensez bien que ça s'userait comme ça. D'accord? Donc il est bon qu'il y ait un ménisque intermédiaire, d'accord? Voilà, qui dans cette position, vous vous souvenez des croissants au niveau du genou qui obéissent au poids? Oui, non, oui. Je fais le zouave, mais ce n'est pas pour faire le zouave. C'est pour que vous compreniez. Donc là,
votre ménisque qui était là au départ, à votre avis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ça. Comme, vous le savez ça, j'espère, parce qu'il y a des tas de gens qui disent « j'ai mal au rachis lombaire », n'est-ce pas? J'ai une hernie discale, par exemple. Bon, eh bien, entre deux vertèbres lombaires, n'est-ce pas, il y a un cartilage. Alors, c'est somptueux, n'est-ce pas? C'est fermé avec des fibres en chevron, s'il vous plaît, comme l'étoile de Véronèse et de Tintoret. On le voit très bien, du chanvre chevronné, le luxe. Donc, vous voyez, il y a un cartilage intermédiaire à faisceau chevronné. Si vous ouvrez ce cartilage intermédiaire, vous trouvez une bille à l'intérieur. Une bille d'un liquide plus vidange-graissage de votre voiture. Vous voyez le graissage, là. D'accord? Eh bien, c'est une bille glauque, c'est ça? C'est tendance, non? Une bille glauque, ça va? Qui est là, donc, ça a même un nom. J'ai oublié tout temporairement, ça me reviendra plus tard. Et alors, un type comme François Fontaine, vous le connaissez, non? Celui qui fait les travaux pratiques du lundi. Il cambre, c'est tout juste, il ne porte pas ses jeans sur son pubis, vous voyez? J'y arrive pas du tout, moi, je suis droit comme ça. Donc, il cambre. Alors, évidemment, ça fait très jeune. C'est lui qui est sur la photo, d'ailleurs, pour le Louvre. Là. Il est en haut d'un escabeau pour dessiner un truc. C'est un type qui a passé sa vie à monter et à descendre pour dessiner d'en haut et d'en bas. Et alors, c'est pas étonnant, vous voyez, avec sa cambrure de jeune homme, je suis un peu jaloux, là, avec sa cambrure de jeune homme, donc son sacrum est là, si vous voulez, et ses vertèbres sont là, d'accord? Vous voyez, quand vous êtes cambré. Donc, c'est la situation, n'est-ce pas? C'est la situation que vous connaissez avec la clavicule. C'est-à-dire que le disque intermédiaire, n'est-ce pas, on vient à être perpétuellement comme ceci, d'accord? Je fais un agrandissement. Le disque en vient à être comme ceci. Comment s'appelle? Il n'y a pas quelqu'un qui connaît le nom de la bille? Comment? Ça a un nom, très joli nom. Là, bon, tant pis. Je ne pensais pas que j'en parlerais. Donc la bille vient là, et puis quelquefois c'est le drame, parce qu'ils n'ont pas bu de lait ou parce qu'ils sont en mauvais état. Elle sort un tout petit peu, n'est-ce pas? Hernie discale. Vous voyez? Vous comprenez? Donc c'est dramatique. Parfois même, il faut aller jusqu'à opérer parce qu'elle ne veut pas revenir toute seule. Voilà. Donc, entre la clavicule, je l'ai dit, j'en parlerai plus, entre la clavicule et l'acromion, il y a un système méniscal tout de même très bien qui permet vous voyez le côté comme ça, prière ou je ne sais pas quoi, on remonte les omoplates, c'est tout serré, hein, ça prend beaucoup. D'ailleurs, quand vous voulez vous glisser dans un tuyau, quand on voit les spéléologues, ils se glissent comme ça, ils font pas ils n'étalent pas leurs omoplates, d'accord? Voilà, ça va? Question? Oui, oui, mais un petit peu plus tard, d'accord? Oh, j'ai peur d'oublier. Alors, on va le faire tout de suite. Donc, vous avez... Je coupe le cou, là. D'accord? Je place, ou je ne le coupe pas, je prends la première côte, comme ça. D'accord? Hein? Je prends la première côte. Oui, ça doit très bien aller. Je prends la première côte comme ça. Voilà. La première vertèbre, comme c'est de l'anatomie, j'aime mieux pas trop inventer. La première vertèbre, voilà. La première vertèbre. La moelle passe là, c'est ça? Oui, voilà. Donc, la première vertèbre, la première côte. C'est bizarre, quand je fais de l'anatomie, il faut que je sois cochon. Alors, ensuite, je vous place en vert pour que vous puissiez bien voir la clavicule. Ça vous va? Donc, vous suivez, ça c'est le sternum.
Alors, oui, il faudrait tout de même que je vous fasse ça précisément. Du bleu. Voilà, il y a un petit cartilage là, vous voyez, donc je ne l'avais pas indiqué, un petit cartilage comme ceci. Il y a la fourchette sternale du sternum qui est ici, n'est-ce pas? Il y a une concavité ici pour la clavicule et le cartilage qui arrive là. Donc, sur cette petite... La clavicule, je vais la faire en vert, n'est-ce pas? Donc, elle est là. Voilà. Convexe tant qu'on est devant la cage, n'est-ce pas? Convexe tant qu'on est devant la cage. Est-ce que vous me suivez? Convexe tant qu'on est devant la cage et relativement circulaire en coupe. Et dès qu'on a quitté la cage, elle se dit « Ah, voilà l'acromion ». D'accord? Donc, elle va chercher amoureusement l'acromion. D'accord? L'acromion, donc, ménisque intermédiaire. L'acromion la prend, se change en épine, et voilà, tubercule trapézien, acromion, le ménisque intermédiaire, ici, n'est-ce pas? Là, et en vert, alors si vous voulez, je peux vous le faire de l'autre côté. Alors bien évidemment, vous auriez la cage, n'est-ce pas, qui fuirait comme ceci. Je préfère laisser le volume. Voilà, avec les... Voilà, n'est-ce pas? Si vous voulez, même on peut lui mettre une tête, ici, en transparence, n'est-ce pas? Alors, que voulais-je dire? Oui, alors ici, on peut recommencer. Hop, clavicule, elle s'étale en attendant l'acromion. C'est bon, oui. Et puis, avec l'acromion, on repart. Tubercule trapézien. Ça va un peu trop loin. Voilà. Tubercule trapézien, épine de l'omoplate. Voilà. Sans bien évidemment dessiner... Où est-elle? Sans bien évidemment dessiner l'omoplate, qui créerait une confusion. Ça vous va ou pas? Non, il ne comprend pas. Voilà, ce n'est pas la clavicule qui lui va, hein, vraiment pas. Mais voilà. En vert, vous avez la clavicule et la clavicule postérieure, si vous voulez, l'épine de l'omoplate avec l'acromion. Ça marche? C'est ça, la ceinture scapulaire. J'ai répondu à votre question? Oui. Autre. Comment ça va? On ne voit pas l'apophyse coracoïde. Non, je ne l'ai pas mise. Vous voulez? Oui, je pourrais la mettre, mais je n'ai pas mis, mon cher, je n'ai pas mis de scapula. N'est-ce pas? J'ai réduit l'omoplate à l'épine et à l'acromion pour ne pas compliquer la chose. Je ne parle que de ceinture scapulaire. D'accord? Si, pour vous faire plaisir, je mets la coracoïde, il faut à ce moment-là que je dessine l'omoplate, n'est-ce pas? Là-bas, ce n'est pas très évident, et que je revienne comme ceci et que je mette ma coracoïde là. D'accord? Mais ce soir, j'en ai vraiment pas besoin pour le trapèze, c'est pour ça que j'en parlais pas. D'accord? Autre question. Jean-Max. Pendant qu'on y est, est-ce qu'on pourrait avoir un gros plan du manubrium avec la tâche dessus sur la fourchette sternale, d'une part de la clavicule et d'autre part des premières côtes? C'est-à-dire un agrandissement de ça parce que tu trouves ça trop cochon. D'accord. Très bien. Donc, tu le veux comment ton manubrium sternal? De face? Non, de tiers plongeant, je pense. Non, pour... Oui, comme ça, je crois. Hein. 2 tiers plongeants pour qu'il soit de face, en fait. Hein, parce que si je le prends de face, d'accord? Voilà, ben, je vais te faire ça. Donc, alors c'est ça, rapproprié, là, que je vais vous faire. Donc, c'est comme une espèce de blason, le manubrium, c'est-à-dire la poignée du sternum. Ensuite, vous avez la lame qui part ici, et là, vous avez un angle de Louis, qui est, je le dis ce soir, tant pis, parce qu'on est dedans, qui est tout de même très, très intéressant. Martina Hidalgo. J'avais dit que je la sortirais pour Pascal, justement, mais je n'avais pas dû le noter.
à cause de son... Je sortirai les diapos de cette jeune fille à cause de son angulaire de l'omoplate. J'ai dans mes diapos, donc, vous verrez un extraordinaire raccord de la poignée et de la lame. Moi, j'avais une tante, elle est toujours vivante d'ailleurs, elle a 80, elle est née en 7. Alors, vous voyez, ça doit lui faire 96 ans, retraitée de l'enseignement primaire. Une demoiselle. Robe noire en faille pour les dîners, vous voyez. Toujours, n'a jamais rien compris. Toujours décolleté en triangle, comme ça. Les seins repoussés en bas et en dehors par la cage thoracique qui était en promontoire. Vous voyez. Et des colliers qui faisaient juste boum, comme ça, parce qu'elle n'avait jamais compris qu'elle avait là, en travers, un raccord. Vous avez peut-être vu ça, non? Il y a des femmes qui ne devraient jamais mettre de décolleté. C'est tout simple. C'est tout simple. Elles ont qu'à mettre des cols roulés, ça a un certain charme. Et on voit un tout petit peu le manœuvre. Bon, donc ici, il y a un angle qui, vu de profil, peut être très très prononcé comme ceci, entre la poignée et la lame. Et je vous le montrerai chez cette jeune fille. Et c'est très beau, mais il faut savoir s'habiller, quoi. Il faut se connaître. C'est pas, on n'est pas. C'est comme les mini-jupes sur des japonaises. Enfin, bon. Alors, donc ici, mon cher, nous avons la fourchette sternale. Hein? Ça, nous connaissons, c'est sous-cutané, nous savons très très bien. Ensuite, nous avons ici une première concavité qui va recevoir la clavicule. Puis nous avons une deuxième concavité qui va recevoir le cartilage de la première côte. Ensuite, nous descendons là, n'est-ce pas? Et à l'endroit même de l'articulation, nous avons une autre concavité. Hein, c'est bien ça? Oui, à l'endroit même de l'articulation, nous avons une autre concavité qui va recevoir le cartilage de la deuxième côte, qui, elle, arrive horizontalement. Enfin, du moins, le cartilage arrive horizontalement. Donc, cartilage de la première côte, on pourrait continuer la première côte comme ceci, n'est-ce pas? Et la clavicule chevauche allègrement tout ça en s'en foutant, n'est-ce pas? Et elle va prendre la première concavité, d'accord? Donc, il vous reste ici la fourchette sternale. Ensuite, alors vous pouvez palper sur vous, hein, il y a la fourchette sternale, l'arrivée de la clavicule, sous la clavicule, la première côte. Vous palpez votre fourchette sternale, l'arrivée de la clavicule, et sous la clavicule, la première côte, votre manubrium sternal, et l'angle, qui la plupart du temps est plane, parfois vient en avant. Alors c'est dramatique quand il part en arrière, et bien évidemment, on voit ça chez des gens condamnés à la mort, comme les photos atroces de petits-enfants d'Afrique noire, du Rwanda, etc., avec des ventres extrêmement globuleux, etc. Et on voit la cage, bon, enfin bref, je le dis un instant, on voit la cage qui fait ça, n'est-ce pas, là-haut, et qui repart comme ça, pour que le ventre globuleux, la cage s'enfonce tellement que le ventre vient en avant. Alors on voit souvent le ventre, mais ce qu'il faut voir, c'est que la cage, n'est-ce pas, est rentrée comme ceci, et qui respire avec quoi? Comme un fumeur en fin de carrière, quoi. Un tiers de poumon à peu près. Alors, je ne sais pas si je dis des bêtises, mais ça doit être à peu près ça. Voilà, mon cher, j'ai répondu. Ça va? On y va. On repart. J'en étais là. J'avais placé l'extrémité externe de la clavicule. J'avais placé l'acromion comme ça dans le vide. Et mon intention était de continuer en vous disant, on va prendre l'épine de l'omoplate, lui mettre une belle rugosité ici, intermédiaire, que justement on appelle tubercule trapézien, et puis on s'arrête. Et voilà donc ma ceinture scapulaire, si vous voulez, qui apparaît, n'est-ce pas, ici. On pourrait la faire apparaître là, tubercule trapézien, acromion, clavicule, voilà, tubercule, et départ de l'épine.
Là, vous avez donc une étrange ceinture, n'est-ce pas, qui est fixe, qui est fixée, devrais-je dire, fixée en avant au niveau des clavicules. Michel-Ange le savait bien, n'est-ce pas? Et dès que vous tournez la main, si par hasard vous êtes un peu sensible, vous sentez une vibration dans la clavicule et les mouvements du doigt prennent leur naissance en plein centre du torse. Ça, du point de vue dessin, ce n'est pas tellement dans l'esprit des gens, n'est-ce pas? Il y a pas mal de gens très compétents, sans doute, dont on se rend compte qu'ils ont une vision du corps qui est un peu celle-là. Vous voyez, ils ont dans la tête un clou, un grand clou qui raccorde le bras, n'est-ce pas, avec une main qui a d'ailleurs la plupart du temps 5 doigts, hein, un grand clou qui raccorde ça dans le torse. Non, en fait, le torse, regardez comme tout de suite graphiquement ça prend mieux, n'est-ce pas? Le torse reçoit le membre supérieur jusqu'en son centre, n'est-ce pas? C'est là, n'est-ce pas, que prennent naissance les mouvements du bras. Et alors, je disais que Michel-Ange le savait bien, parce que dès qu'il fait bouger un petit doigt, il entraîne toute la ceinture scapulaire. Dès qu'un doigt bouge, il fait bouger la ceinture scapulaire, il valorise les mouvements des épaules. D'accord? On va tout de même retirer cette monstruosité des 5 doigts. Et vous voyez, on va mettre tout simplement 4 doigts et 1 pouce, et ça, et on sent qu'on articule déjà mieux. Hein, et on peut rester très primitif. Il y a des sculptures toutes simples où il y a déjà ces notions sans que ce soit une espèce de pantin. Voilà, vous avez donc une ceinture scapulaire chez l'être humain, chez le singe, chez quelques animaux, n'est-ce pas, qui s'accroche sur, comme disait Jean-Max, le manubrium sternal, la poignée du sternum, et qui se mobilise suivant les mouvements du bras. Question? Alors, là-dessus, n'est-ce pas, vous pouvez très bien, comme nous l'avons fait, comme nous l'avons fait déjà, mettre un ligament cervical, descendre ici, voilà, et avoir une ligne médiane de rachis. Ce qui, ce soir, tout de même, est relativement utile. Vous pouvez accrocher comme ça, sur le tubercule trapézien, un petit triangle de tendons. Sur l'autre tubercule trapézien, un autre triangle de tendons qui vole comme ça, oui, en l'air. Vous pouvez, c'est une vision qu'on peut avoir, autour de la 7e cervicale, placer un losange tendineux. Voilà. D'accord? Comme ça, des tendons, des plaques tendineuses. Vous vous référez à ce qu'il y a là, n'est-ce pas? C'est-à-dire des plaques tendineuses de forme un peu étrange. Hein? Si vous voulez, je vous les redessine au fusain. Voilà. Voilà. Des plaques tendineuses qui volent en l'air, comme ça. D'accord? Et il en manque une. Elle est ici, dans le bas. Voilà. Voilà. Et voilà. Et vous commencez à sentir le poteau rose, n'est-ce pas? Vous voyez que nous préparons des plaques tendineuses qui vont permettre à des fibres, prenons mon empan, n'est-ce pas? Voilà, à des fibres, là ça va se resserrer un peu. Ah, c'est pas mal ça. Regardez, je prends mon empan entre pouce et petit doigt. Je le pose presque à plat ici, à plat. Là, je le resserre. Vous voyez sur le vivant, ça fait ça. Hein? Je le resserre, je le resserre, je le resserre. Et là, je vais glisser vers la clavicule. Qu'est-ce que je fais? Je m'occupe peut-être d'abord de ce phénomène.
Sous le crâne, là-haut, vous avez une ligne courbe, vous le savez, protubérance occipitale externe, pour répondre à Jean-Max, parce que il va me le demander. Donc, faisons-le, n'est-ce pas? Regardons un crâne du dessous. Donc, il y a comment ça s'appelle? L'apophyse mastoïde, la protubérance occipitale externe, c'est-à-dire la petite pointe que vous avez là en arrière, et un arc de cercle ici, un arc de cercle ici. Ça, c'est le trou, d'où va sortir la moelle, n'est-ce pas? Et si vous voulez, je peux, pour que vous compreniez mieux, vous donner peut-être, je ne sais pas si ça vous aide, le maxillaire en avant, n'est-ce pas? Donc, vous avez ici deux arcs, là, n'est-ce pas, où s'attachent les splénies, les complexes, et le trapèze, n'est-ce pas? Alors, nous savons très bien, nous l'avons vu chez le chat tout à l'heure, que la partie supérieure du trapèze cucule relativement, c'est-à-dire enveloppe, n'est-ce pas? Quand vous dessinez, quand vous faites le portrait d'une de vos amies, n'est-ce pas? Voilà, vous lui mettez son nez, sa bouche, son sourire, ses beaux yeux, etc. Et vous ne faites pas ça. Vous voyez ce que je veux dire pour ses épaules? D'accord? Le moindre cintre cucule. D'accord? Il se retourne comme ceci. D'ailleurs, je crois même que les cintres en plastique font ça. Donc, vous voyez, ça s'enroule comme ceci. Donc, il y a ici des fibres charnues qui vont descendre comme ceci et qui naissent, figurez-vous, comme cela. Alors, si vous faites ça, c'est foutu, hein, parce que ça ne se retourne pas. Pour que ça se retourne, il faut que les premières deviennent les dernières. Me comprenez-vous, n'est-ce pas? Voilà. Est-ce que je me fais comprendre? Je peux recommencer? Oui ou non? Oui. Où est-ce que je vais mettre ça? Là. Vous avez sous le crâne, de part et d'autre de la protubérance occipitale externe, une ligne en arc de cercle, là-haut. Vous avez sur la clavicule, n'est-ce pas, qui fait ceci et ça, une ligne en arc de cercle contraire à l'extrémité de la clavicule avant qu'elle n'atteigne l'acromion. Ça va? Eh bien, pour obtenir le retournement du porte-manteau, pour parler vulgairement, ou des épaules de la personne qui vous est chère, et Dieu sait si on aime caresser les épaules et si la bête qui est en face aime ce genre de caresses, n'est-ce pas? Parce que ce sont des caresses hélicoïdales. Hein, c'est comme de caresser un couturier, de descendre le long du tibia. Bon, voilà. Alors, donc, vous avez ici des fibres. Oh non, faites pas trop de bruit, bon sang. Vous avez des fibres là, n'est-ce pas, qui doivent... Je ne me suis pas trompé, là. Ma clavicule, elle est comment? Oui, c'est ça. Donc, vous avez des fibres qui doivent arriver ici, n'est-ce pas, comme ceci. Voilà. D'accord? Et qui doivent partir de là-haut, comme cela. Donc, je vous disais tout à l'heure, si vous faites ça, c'est foutu, car vous êtes dans le plan du tableau. Ça y est, ça vous réveille. Vous êtes dans le plan du tableau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour que vous ne soyez pas dans le plan du tableau, mais dans l'espace, il faut que les premières, les plus internes, si vous voulez, deviennent les plus externes. Il faut que celle-ci aille là, mais évidemment, vous ne la voyez pas arriver, n'est-ce pas? Et ensuite, celle-ci, ici. Est-ce que je me fais comprendre? N'est-ce pas? Ça se retourne. Vous le voyez ou pas? N'est-ce pas? Je peux vous faire ça très légèrement. Voilà. Voilà. Et ça se retourne. Voilà. Et ça donne envie de caresser. D'accord? Ça marche ou pas? J'ai assez fait la pute pour que ça rentre. Question. Tarek, mon cher Tarek. Oh, mais c'est pas le moment, Coco. L'angulaire de l'omoplate
ça va faire un espèce de soutien là-dessous. Mais restons un peu abstraits 5 minutes. Oui, je suis d'accord. L'angulaire de l'omoplate est en dessous et en partie... Non, plus bas quand même. C'est pas là, hein, c'est ici l'angulaire de l'omoplate. Alors, ce retournement, c'est vrai, vous avez raison, Tarak. Ce retournement que vous avez là, n'est-ce pas, on va le continuer ici, et là, on sera bien content de trouver l'hélicoïde de l'angulaire de l'omoplate pour nous servir de fêtage, un peu comme quand on construit la carène d'un bateau. Il y a la charpente qui est à l'intérieur, et ensuite, on voile. C'est pas bête, ça. Vous me suivez? La charpente du bateau, n'est-ce pas? Un peu comme une cage thoracique, d'accord? Posée avec le rachis. Comment ça s'appelle dans un bateau? La quille, non? C'est ça? Le dessous, là. Hein? La quille. Et ensuite, on pose des planches en travers, comme ceci, qu'on graisse de black, comment on dit, qu'on passe au noir, quoi. Et puis, ça vous fait la coque du bateau. Un bateau modeste, je vous l'accorde. Maintenant, ça doit être du plastique. Est-ce que ça va? Est-ce que vous me voyez venir? Alors, ça, c'est la partie peut-être la plus difficile, parce que c'est celle qu'on voit quand on est de l'autre côté, ou quand on est comme ceci. N'est-ce pas? Donc, pour que mon trapèze soit complet, j'avais besoin de faire ça. Mais paradoxalement, si vous me le permettez, là, je vais me reposer un peu et je vais refaire ce que j'avais fait avec mes doigts. Vous voyez? Et je vais mettre des fibres. Alors, évidemment, là, il y a le raccourci, donc je referme ma main. Vous voyez comme quoi, la dernière année d'enseignement, on trouve encore des trucs pédagogiques, n'est-ce pas? Voilà, donc ça va être... C'est un peu gras comme dessin, je vous l'accorde. On va retendre un peu. Ça va être le trapèze inférieur. Ça va? Avec des fibres sensiblement égales, n'est-ce pas? Mais bien évidemment, il faut que vous compreniez que là, les fibres se resserrent sur elles-mêmes parce qu'il y a les spinaux en dessous, n'est-ce pas? Voilà. Et vous pouvez monter allègrement, vous voyez? Ça marche? Si j'avais fait ça un tout petit peu plus... Voilà, ça marchera encore mieux. Voilà. Il faut que vos taches rouges soient égales, n'est-ce pas? Pour qu'elles le soient, il faut que vos taches bleues soient très inégales. Voilà. Voilà donc le trapèze inférieur, ici. Ça, on appelle ça le trapèze moyen. N'est-ce pas? Alors, je n'ai pas mis d'angulaire de l'omoplate parce que ce soir, je n'ai pas mis d'omoplate. Je n'ai pas mis la palette. N'est-ce pas? Vous savez que les artistes de la préhistoire avaient des palettes qui étaient tout simplement des omoplates animales, n'est-ce pas, qui prenaient comme ceci, ou humaines. Ils n'avaient pas forcément besoin d'acromion. Vous voyez, vous disposez la couleur là-dedans, et ça donne envie de peindre, n'est-ce pas? C'est vraiment fantastique. Donc, la palette elle-même, je ne l'ai pas dessinée. Je n'ai dessiné que la ceinture scapulaire. Donc, on monte le trapèze comme ceci. Si j'avais la palette, j'aurais en effet, Tarek, l'angle supérieur de l'omoplate qui serait ici, l'angulaire qui prendrait sur les transverses des vertèbres cervicales, qui descendrait hélicoïdalement, et soutiendrait, c'est tout à fait juste, soutiendrait les faisceaux que je vais donner. Et vous voyez, je raccorde. Ici. Voilà. Voilà. Oh, c'est bête, ça. Ça, c'est idiot. Voilà. Voilà. J'ai voulu en faire trop. Alors, vous me direz, d'abord, je ne suis pas d'accord. Enfin, vous pourriez. Parce que vous trouvez que là, c'est trop long, par exemple. Mais vous remarquerez sur le vivant que très souvent, il y a un arrêt ici, et hop, dans le cas où ce serait trop long, vous reglissez, regardez, ça marche avec ce bonhomme, c'est drôle, non? Hein? Vous reglissez quelques fibres tendineuses, rien ne vous empêche d'en remettre là où vous voulez pour que vous ne soyez pas trop gêné, pour que vous ne soyez pas gêné par une trop grande différence de longueur des fibres musculaires. Donc vous goupillez votre affaire
pour que ce trapèze s'équilibre, n'est-ce pas? Un peu comme un visage que vous peignez, que vous dessinez, de face. C'est extrêmement difficile. Il faut vraiment que vous soyez très maître de votre cortex et de vos mains pour que le visage soit bien équilibré. De 2/3, n'est-ce pas? C'est plus séduisant et plus facile. Et vous équilibrez par rapport au nez, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous voyez. Je n'ai pas qui a donné, si on est un petit peu simplé, le cubisme, n'est-ce pas? Donc, et puis ensuite, regardez, Picasso sort de là, bien évidemment, n'est-ce pas? Des volumes simples dans lesquels on incruste, etc. Ben là, c'est la même chose. C'est comme un grand visage. Vous avez le nez au milieu de la figure et vous équilibrez votre trapèze avec autant de plaisir que vous équilibrez une gueule. D'accord? Question. Ça va? Alors, il y a donc un trapèze qui vient cuculer sur le tiers externe de la clavicule, n'est-ce pas? Remonte dans le crâne et ensuite descend dans le dos. C'est vraiment une enveloppe. Vous l'avez déjà vu dans les diapos. Vous allez le revoir tout à l'heure. Et c'est un muscle psychologiquement très marqué. N'est-ce pas? Si vous voyez, il y a des médecins, par exemple, des orthopédistes, n'est-ce pas? Ces gens qui s'occupent de remettre en état quelqu'un dont les articulations fonctionnent plus ou moins bien. Les rhumatologues, ce sont des gens qui s'occupent de la douleur de l'articulation, n'est-ce pas? Et en particulier de douleurs dues à des déformations des cartilages ou des os qui en viennent à créer des rhumatismes. Bon, c'est autre chose. En Seine-Maritime, où il pleut énormément, sur la carte de France, c'est violet, n'est-ce pas? Eh bien, les dames âgées ont d'énormes problèmes rhumatologiques, n'est-ce pas? Qui deviennent orthopédiques. Et je crois que c'est une des régions de France où on retire le plus facilement le col du fémur, la tête, etc. Et on met une coxo-fémorale en acier. J'ai une amie qui vient de mourir à près de 100 ans. Je crois qu'on lui avait changé 2 fois. C'était pas mal quand même. On lui avait fait comment on dit pour les moteurs de voiture, un échange standard, merci beaucoup, de la coxo-fémorale tous les 15 ans. C'est beau, non? 60, 75 et 90. Après, on l'avait immobilisée dans une voiture, mais elle bavardait encore très gentiment. Alors, donc, là, vous avez un trapèze qui est drapé là-dessus, n'est-ce pas? Il vous suffit maintenant de draper le reste, si je puis dire. J'ai un tout petit peu envie de pousser le bouchon. N'est-ce pas? Il est 6h10. Donc, toujours continuer dans comment pourrais-je dire, dans le superficiel. Mais il faut tout de même, là, il faut tout de même que j'ai ici un départ d'humérus, n'est-ce pas? Et puis, malgré tout, qu'apparaisse la scapula dans sa partie basse. Alors, l'insertion du grand rond, n'est-ce pas? Et là, comme le voulait Tarek, là, par contre, le grand rond, on ne peut pas lésiner, si vous voulez. Il le faut pour placer le grand dorsal. Voilà. Donc là, je glisse la palette de l'omoplate en dessous de la ceinture scapulaire et je mets en évidence la surface ovalaire où s'insère le grand rond. Oh, c'est tout petit là-haut, c'est complètement disproportionné. Oh, c'est monstrueux. Bon, ben, vous aurez un personnage fou de proportions folles. Tant pis pour moi. Donc, nous plaçons le grand rond, nous savons le faire, n'est-ce pas? Comme ceci. Nous l'insérons sur la lèvre externe de la gouttière bicipitale, n'est-ce pas? Donc, vous allez le revoir en diapo tout à l'heure. Donc, on va couper un peu de madame, là, et donc placer le grand rond en raccourci ici, etc. Et alors là, ça va être tout à fait disproportionné par rapport au trapèze, mais ça, vous connaissez, donc je ne me casse pas tellement la tête. On va placer un grand dorsal. Alors, vous vous doutez bien
que si je continuais, je le mets de la même couleur que le trapèze parce que je trouve que ça doit être dans le même plan, n'est-ce pas? Ce sont les deux grands muscles superficiels. Vous vous doutez bien que si j'avais une fibre de cette longueur-là, ce qui est le cas, et une autre, une fibre charnue de cette longueur-là, ça se passerait très très mal. Ça ne pourrait absolument pas fonctionner, n'est-ce pas? Surtout que ça remonte jusque-là. Donc ici et là, vous voyez, il y a tout ça en trop. Donc, pour que les fibres, j'espère que vous me comprenez, n'est-ce pas? Et je vais me permettre d'utiliser du bleu, parce que je préfère être plastiquement valable. J'espère que vous me comprenez. Il n'est pas question, n'est-ce pas, que les fibres charnues aillent jusqu'en bas de leur insertion. Il faut que les faisceaux charnus qui passent sous le trapèze, n'est-ce pas, soient sensiblement égaux. Des petites différences, ça n'est pas grave. Des grosses différences, ça ne fonctionnerait pas. Voilà donc le trapèze, n'est-ce pas, qui passe sur le grand dorsal qui se retourne et qui va, comment ça s'appelle, à l'angle rentrant du bassin. Et qui, alors là, Tarek, ça ne se discute pas, qui pivote autour du grand rond, n'est-ce pas? Mais ce grand dorsal, vous ne l'insérez pas seulement sur l'angle rentrant, il prend des arcs-boutants, si je puis dire, sur les dernières côtes, n'est-ce pas? Je rallonge un peu pour que ça aille avec ces faisceaux qui vont sur les dernières côtes, et en particulier sur la 10e. Alors, l'autre jour, je ne vous l'ai pas expliqué, n'est-ce pas? Parce que j'essaie de ne pas vous saouler, de m'arrêter à peu près au quart, n'est-ce pas? Mais il faudrait tout de même insister sur un détail extrêmement perceptible sur le vivant. Ce détail, c'est que si vous prenez un individu ici, là, n'est-ce pas? Le grand dorsal, dont je répète à longueur, n'est-ce pas? C'est un muscle plat, sans épaisseur, etc., etc. Ici, ça n'est pas vrai, n'est-ce pas? C'est un muscle épais, non, n'exagère pas, n'est-ce pas? Relativement épais, n'est-ce pas? Qui ourle pour tourner autour du grand dorsal, vous voyez, autour du grand rond, veuillez m'excuser. Alors, je reprends. Le grand dorsal n'est pas un muscle épais, c'est un muscle fin, peu épais ici, mais là, il se retourne sur lui-même, il ourle autour du grand rond, et de ce fait, n'est-ce pas, il prend une relative épaisseur. Mais qui plus est, étant donné qu'il a 3 insertions punctiformes, c'est-à-dire sur des points, n'est-ce pas, sur les 3 dernières côtes, on se doute bien que ça va faire 3 faisceaux ronds allant sur les 3 points. Ben, ces 3 petits faisceaux ronds contribuent à donner de l'épaisseur au grand dorsal dans cette région-ci, et donc, plastiquement, si vous voulez, à en varier le volume, ce qui est tout à fait extraordinaire. Plastiquement, c'est d'une très grande beauté. Donc, on va dessiner le grand dorsal. On va dessiner, il faut du bleu, on va dessiner le grand dorsal de l'autre côté en l'enveloppant autour du grand rond, comme ceci, en visant ici, n'est-ce pas? Bon, en disant c'est pas possible. Voilà, on remet la plaque tendineuse. Voilà. Donc on a les faisceaux peu épais qui sont là, un peu plus épais en dehors et un peu plus épais parce qu'il faut ajouter les faisceaux qui vont sur la 11e et la 12e côte. Et autant vous le dire tout de suite, ce dessin est très disproportionné, mais ça finira peut-être par être rigolo, j'espère, n'est-ce pas? Vous allez avoir ici un muscle qui va prendre les côtes pour les refermer, n'est-ce pas?
qui s'appelle le grand oblique, qui s'ennatte dans les arrivées du grand dorsal. Voilà. Ici, ici, voilà, voilà. Voilà, comme ceci. Je n'ai pas très bien dessiné du premier coup, excusez-moi. Voilà, 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 voilà. Donc ici, nous avons un trou, n'est-ce pas, entre la direction, je sors trop ici, voilà. Ça va plus en avant sur la crête iliaque, n'est-ce pas? Donc, nous avons un trou, je vous en ai déjà parlé, n'est-ce pas, entre le grand oblique qui ferme les côtes et le grand dorsal qui les ouvre. Eh bien, ce trou, vous me suivez un petit peu là encore? Je vous donne la parole dans un instant. Ce trou va être, j'ai rien de mieux, donc à chaque fois je vous le serre, on aurait un trou là, profond de ça. C'est pas possible. Donc, pour le nettoyer, il faudra un goupillon. Donc, le bon Dieu a mis, alors l'autre jour j'ai un ami au téléphone à qui j'ai dit le Créateur, il me dit de bord, mais je dis, mais fiche-moi la paix, le bon Dieu, le Créateur ou le néant, tu choisis, c'est tout. D'accord. Alors, donc, le bon Dieu a mis dans ce trou du gras, n'est-ce pas, pour que vous n'ayez pas de problème de récurage. Mais il y a quand même des hommes très ectomorphes chez qui on le voit, n'est-ce pas? Donc, il y a parfois une toute petite quantité de graisse ici, mais le plus souvent, et j'en suis un exemple comme tant d'autres, la graisse vient s'infiltrer là, n'est-ce pas? Là, et puis ici, et puis dessine cette forme si caractéristique chez l'homme qu'on appelle le flanc. Pas le gâteau, n'est-ce pas? Le flanc. Et quand on n'a pas de flanc, on est efflanqué. D'accord? Et les Grecs, je vous le disais l'autre fois, je vous ai même fait une démonstration que vous n'avez pas oubliée, j'espère, de lancement du disque. Vous ne l'aurez pas ce soir. Les Grecs qui lançaient le disque en faisant des gestes très simples et non pas en se servant comme les lanceurs de disques javelots et autres poids contemporains qui ont une silhouette de toupie, parce que ce qu'ils cherchent, c'est la force centrifuge, donc il faut qu'il soit étroit en haut, étroit en bas, large au milieu, pour que ça pivote bien. Ce n'était pas ça le physique du grec classique, n'est-ce pas? C'était au contraire un développement considérable du grand oblique, et je suis à punir parce que je vous avais dit que je vous montrerai des sculptures du Parthénon. Vous ne les aurez pas jeudi, parce que jeudi, je suis désolé pour les retardataires, mon directeur qui m'a souhaité, comme à tous mes collègues, ses meilleurs vœux cette année en me tenant les mains dans ses mains, donc, et qui m'a écrit manuscritement un petit mot, là, j'ai même regardé au dos pour voir si c'était vraiment manuscrit, n'est-ce pas? Et c'est vraiment manuscrit, me demande, et en plus de ça, il a utilisé la morpho, n'est-ce pas? Au Louvre, on a utilisé la morpho qui se vend bien, c'est bien connu, pour faire l'invitation de ces conférences, me demande d'aller jeudi prochain à 6h30 l'écouter au Louvre. Et vous dit que si vous voulez y aller, chers étudiants, si vous êtes à l'école des Beaux-Arts, vous pouvez y aller, vous serez reçus gratuitement en présentant votre carte. Donc, M. Yacoub va nous dire, jeudi prochain, oui ou non, on peut faire cours à 16h30 ? Comment ? Bon, écoutez, jeudi, je commencerai à 16h30. On verra bien s'il y a quelqu'un ou s'il n'y a personne. Vous êtes d'accord? Vous verrez si l'amphi est vide ou pas. J'ai reçu ça, c'était daté du 6, et je l'ai reçu là, cette fin de semaine. Donc, je ne pouvais pas faire mieux. Pourtant, c'était daté du 6. Bon, enfin bref. Donc, voilà, jeudi prochain, je commence mon cours à 16h30 et je ne fais pas de diapo et je l'arrête à 18h pour aller écouter cette conférence où donc la morpho a servi d'invitation. Ça va, c'est clair? Donnez-moi... Alors, question, oui, question. Posez-moi quelques questions. Voilà, mon cher Tarek.
qui mange la forme survivant du bord spinal de l'homoplate. Oui, alors là, c'est un vrai problème. C'est très bien d'en parler. J'aime pas être désagréable, mais je comprends très bien qu'aux Beaux-Arts, les gens se contrefichent de ces choses, n'est-ce pas, et n'en gardent que la surface. Croyez-vous que moi, je ne vais pas tout oublier après mon dernier cours. J'oubliais ça tous les étés. C'est une espèce de snobisme chez moi, je vous l'accorde. Oui, bon, dites-le. Non, mais... Dès que j'avais fait mon dernier cours, chaque année, je me faisais un lavage de cerveau. Je ne supportais pas de partir en vacances avec des connaissances anatomiques. Ça, je ne supportais pas. Et dès qu'on me pose une question en vacances en me disant « Tu as vu mon sternum ?» etc. C'est quoi? Je fais semblant de n'y rien connaître. Bon, mais ceci dit, je ne résiste pas à un cubitus valgus parfois. Ça remonte, ça crée une relative indigestion. Mais par contre, de voir certains praticiens médicaux, et Dieu sait si ça s'arrange, les plus jeunes sont un petit peu moins, mais alors Dieu sait s'ils sont parfois, alors eux, désagréables les uns avec les autres, méprisants, etc. Il y a des endroits absolument fabuleux. Je me souviens d'avoir fait des conférences, par exemple, dans une clinique à Ilkirch-Grafenstaden. C'est dans la banlieue de Strasbourg. Et dans un parc sublime, etc. Et l'invitation ne m'avait pas tellement excité, c'était marqué « clinique de la sécurité sociale », etc. Et j'arrive dans un lieu paradisiaque, un amphithéâtre en hémicycle et tout. « Cher monsieur, dites-nous comment vous voyez les genoux. » Mais oui, et tout, et tout. Et alors là, on bossait, et quand je leur disais, alors on voyait des ouvriers émigrés sur des chaises longues dans un patio, hein. Je leur ai dit, mais c'est vraiment la sécurité sociale? Et alors, l'orgueil alsacien. Mais nous sommes en Alsace, et en Alsace, Cyril le ferait mieux que moi, en Alsace, la sécurité sociale, monsieur Debord, elle est bénéficiaire. Au point qu'on voyait des types tomber d'un échafaudage avec des gueules de Turcs, n'est-ce pas? Et malgré leur gueule de Turcs, en chaise longue, c'était tout de même assez sympa. Et alors là, ça bossait. Je peux vous dire qu'on ne... Bon, mais alors j'ai vu de ces choses. Et alors, l'erreur que j'ai vue, quand on m'a... Mais je ne peux pas vous dire où. C'est ça, c'est ce que vient de dire Tarek, c'est-à-dire le crétinus absolutissimus, n'est-ce pas, qui m'insère le triangle là, sur l'omoplate. Et puis, il est content. Il est content de dire qu'il n'a rien compris. Comment tu veux que ça glisse? Hein? Mais pour eux, vous voyez, c'est ça, là. C'est ça, là. On n'en sort pas. Hop! Et hop, hop, hop. Voilà. Alors, des primaires, on en trouve partout. Et surtout des gens qui ont vraiment pas qui refusent, n'est-ce pas, cet œil sous la peau, n'est-ce pas? Pour eux, tant qu'ils n'ont pas disséqué, levé, pourtant il mord le mec, hein? Il n'y a rien à en sortir, on ne voit plus rien, etc. Bon, eh bien non, il faut qu'il soit idiot, et pour être idiot, ben, on trouve la solution la plus bête. C'est tout de même une des choses les plus belles qui soient, n'est-ce pas? Que ça ne se fasse pas comme ça, n'est-ce pas? Que ça glisse, très bonne remarque, hein, que ça glisse, n'est-ce pas, ici, et que, je ne sais pas moi, si je mets la ceinture scapulaire, si je mets l'omoplate là, comme ceci, eh bien, ça va glisser là, n'est-ce pas? Et là, ça va être distendu divinement, quoi. Si je ramène, ce que nous allons faire dans les semaines qui viennent, si je ramène l'omoplate ici, n'est-ce pas? Eh bien, mon petit triangle va être très resserré et là, les chairs, n'est-ce pas, vont tubuler à l'intérieur. Ça s'étale, ça bouge dans tous les sens, etc. Le lieu ne s'y prête pas, puis je n'ai pas envie de gêner un étudiant.
Mais vous n'avez qu'à ce soir prendre n'importe quel alter ego. Si par hasard vous dormez seul, eh bien, prenez, vous avez bien un miroir quand même pour laver quelque chose, etc. Eh bien, mettez votre dos, regardez-vous dans le miroir et vous verrez à quel point c'est beau, n'est-ce pas ? Et de voir bouger un dos, croyez-vous, l'érotisme de Michel-Ange, il vient d'où, n'est-ce pas ? Il vient de ça, n'est-ce pas ? Il vient du fait qu'en bougeant les mains, on bouge les omoplates et on ramène les omoplates, on coince les trapèzes, etc. Et ce soir, j'ai été discret. Je n'ai pas mis les spinaux. Mais imaginez que pendant que ce dos bouge, les spinaux en dessous vibrent avec leur dessin très particulier. C'est un paradis. C'est l'éternelle phrase de Jodl, comme un qui s'est perdu dans la forêt profonde, n'est-ce pas ? Je ne peux pas dire autrement. Le corps entier est une forêt, n'est-ce pas, dans laquelle on se perd, comme ça, etc. Mais là, le dos, c'est absolument somptueux. Question ? Non. Bon, diapo. Voilà. Les charmantes diapos que ce garçon m'avait offert. Non, bougez pas, ça va très bien, monsieur. C'est bon. Donc, je les reprends ce soir. Il n'y a pas que du trapèze, bien évidemment. Mais on va en voir, rassurez-vous. On commence donc par son grand dentelé. Vous voyez, très, très, très joli. Eh ben, c'est donc le muscle qui permet l'inspiration, qui tire les côtes vers le haut pour les ouvrir. Vous voyez, là, il est en contraction, évidemment. Plus de ça, il est en train de sourire, d'avaler, n'est-ce pas, un peu, d'inspirer comme ça. Donc, on voit, ça lève un cartilage qui doit être le cartilage de la 8e côte, là, à peu près à cet endroit-là. Voilà, on voit donc très jolie indication de grand dentelé. Alors que le grand pectoral est très léger chez ce garçon. Et c'est plutôt le petit pectoral, d'ailleurs, qu'on aperçoit là. J'en reparlerai plus tard. Ça, c'est du grand dorsal, n'est-ce pas, enveloppant le grand rond. Et venant se glisser, c'est une chose qu'on n'a pas du tout étudiée pour le moment, c'est-à-dire ces muscles. On n'a pas étudié le trapèze dans une vue de face du torse, mais encore moins le grand dorsal et cette région très complexe, l'axilla, l'aisselle, n'est-ce pas, AI2S, E2LE, n'est-ce pas, dans laquelle descend un muscle ici en dessous du biceps, coracobrachial, etc. Donc, et là, il y a le triceps. Et en dessous, vous voyez, donc, entre la montée du grand dorsal et la montée du petit et grand pectoral, dans l'angle, eh bien, s'ouvre cette forme que les ânes prennent souvent pour des côtes. C'est tout de même bizarre que les côtes s'arrêtent là, n'est-ce pas? Et à la puberté, par exemple, les petits garçons, les jeunes garçons, ont souvent un développement anticipé du grand dentelé sur les côtes, n'est-ce pas? Et eh bien, il ne faut pas prendre ça pour des côtes. Il faut palper et voir et dire « Oh, tu as un très joli grand dentelé ». Ils sont très contents. Voilà. Lui, alors, c'est vraiment un type absolument charmant. Et vous voyez, il a une sensualité qui se révèle dans son grand oblique, là. Vous voyez, vous devez être sensible, non, érotiquement parlant, à ça. C'est en effet très joli. La graisse, c'est très joliment incrusté, n'est-ce pas? Et ça a donné cette expression un peu vulgaire, mais enfin bon, poignée d'amour, n'est-ce pas? Bon, c'est vrai que, voilà, c'est émouvant. Voilà, diapo suivante. Regardez, c'est très très beau, là. N'est-ce pas? Le jeu entre la graisse autour du grand oblique, quelques indications de grand dentelé. Vous voyez, la photo est floue. Regardez les indications d'os, là, c'est très 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 beau. Le jeté du deltoïde, le triceps que nous allons étudier. Et regardez, est-ce que vous sentez une demi-teinte claire, là, ici, qui monte? Eh bien, ça, c'est le grand dorsal, qui fait un superbe passage. Vous voyez comme quoi un jeune homme charmant, aimé d'une chinoise étudiante à l'école des beaux-arts, peut devenir un torse hellénique du IIe siècle après Jésus-Christ, quoi. Il n'y a pas de problème. Le tout, c'est que le regard de celui qui le regarde ne vaille pas tripette, quoi. Diapo. Regardez, un instant plus tard, parce que je peux vous dire, c'est fait à toute pompe, cette diapo. Ça ne prend pas une demi-heure pour 36 vues. Alors, un instant plus tard, il vous contracte le grand dentelé, il inspire un peu, et il y a
quelques faisceaux, vous les voyez là? Quelques faisceaux du grand oblique qui sortent du gras. Hein? Alors, ce qui prouve que le gras n'est vraiment pas énorme, juste assez pour que ça soit charmant. Et regardez la beauté de la remontée du grand dorsal, hein? Le glissement du grand rond. Ces glissements, ces passages, si on les fait pas comme le crétin dont je vous parlais tout à l'heure qui m'insérait tout là, mais vous ne pouvez pas savoir, sur 50 copies, j'en avais 40 comme ça, et c'est moi qui leur avais fait cours en plus. Hein. J'en ai eu marre parfois. Diapo. Mais vous comprenez pourquoi? C'est parce que les malheureux, il ne faut pas non plus leur jeter la pierre. Les malheureux apprenaient avant tout l'anatomie. Or, l'anatomie, c'est idiot. C'est simplement des connaissances. Les pauvres, ils apprennent ça avec des moyens mnémotechniques, vous voyez, en plus. Comme s'ils apprenaient le bottin. D'accord? Voilà. Diapo suivante. C'est joli. Hein? Diapo suivante. Voilà. Alors, il a un petit problème, vous voyez, un petit problème d'enfance. Je ne vais pas poser de questions, mais il a incontestablement la 8e côte jusqu'à la 10e qui sont en élevure. Et vous voyez, tout ça est très très plat. Alors, je ne vais pas faire de la psychologie de bazar, mais vous devez sentir un petit quelque chose, non, quand même, hein? Vous dire, oui, il s'est passé quelque chose, quoi. Il y a eu dans l'enfance un côté retiré sur lui-même, pas très extraverti. Donc, voilà. Alors, vous imaginez chez un malheureux petit enfant d'Afrique, mal nourri, n'est-ce pas, ce que ça devient? Ça recule 3 fois plus et ça vient 3 fois plus en avant. Je ne pouvais pas trouver de meilleur exemple ce soir. À ce moment-là, le ventre, n'est-ce pas, qui est plein de saloperies, globules pour un oui, pour un non. Ils ont la diarrhée pour un oui, pour un non, la dysenterie même parfois. Et on peut en crever. Hein. Et le ventre prend l'habitude d'être globuleux, la cage de s'enfoncer, et ça, de partir en avant. Voilà, grand dent. Et puis pour ne pas vous parler de pathologies diverses et variées où il y a une élevure de l'angle du thorax. Diapo, ce n'est pas mon rayon. Diapo. Ah ouais, c'est vraiment délicieux, non? Alors regardez, là maintenant, on peut tout se permettre, vous voyez. Vous voyez ce que le trapèze devient quand on ne voit plus ces plaques tendineuses, n'est-ce pas? Vous avez celle qui va au tubercule trapézien, triangulaire, là. Celle qui est là, vous voyez, ça s'arrête, là. Le losange est là, mais vous ne voyez que les fibres contractées. Et vous voyez l'autre losange à la base de la nuque, ça doit être surexposé, on le voit, là. Et on sent les muscles qui sont en dessous. Hein? Mais ça vous fait des coups d'ornement. Et ça, c'est un grand dorsal. À mon avis, c'est l'insertion sur la 11e ou la 12e côte pour que ce soit tout droit comme ça. Hein? Ce n'est pas ce qui va sur l'angle rentrant qui est là, ça c'est évident. Hein? Donc ça fait un tendu inattendu. Diapo. On ne voit pas très bien, mais avouez quand même, ça ressemble à mon dessin, si je puis dire, là. N'est-ce pas, les fibres que je vous ai mises en rouge, pivotant autour de mes plats losangiques à la base de la nuque. Et là, vous voyez, c'est normal que les gens pas très compétents fassent une erreur. Alors cette fois-ci, c'est plutôt par là qu'on aurait tendance à insérer le trapèze sur l'omoplate. Vous voyez ce que je veux dire? Non, non, ça glisse, là. Diapo. Là, c'est très joli, très, très joli. On voit très bien l'omoplate, le dessin du trapèze, ici, là. L'autre omoplate, le grand dorsal et le grand rond qui pivotent. Diapo suivante. Superbe. Alors, vous voyez, là, le bras n'est pas très en arrière, mais déjà, les trapèzes sont un peu coincés entre les omoplates. Et vous voyez le trapèze inférieur, ici, trapèze moyen. Mes plats losangiques, vous sentez C7. Bon, pas que j'oublie de vous montrer une jeune fille qui avait une très jolie localisation graisseuse autour de C7. C'était très apprécié au début du 19e siècle. Et là, pour tout vous dire, pour ceux d'entre vous qui seraient amateurs, il y a une toute petite ligne. Là. Ben ça, c'est la limite des fibres du grand dorsal sur l'aponévrose recouvrant la masse commune. Et regardez comme la masse commune est belle, là aussi, n'est-ce pas? On sent sa plénitude, elle est au repos, elle maintient le rachis au niveau lombaire. Et là, donc, c'est profond, la forme est donnée par la profondeur,
toute petite ligne de grand dorsal. Bon. Et puis là-haut, c'est donné par la surface, le trapèze, les omoplates. Alors, puis je vous ferai connaître ça. Ça, chez lui, c'est magnifique. Ça appartient à un muscle postérieur du bras. Diapo. Oui, Tarek. Souvent, on peut confondre la ligne que fait le sacro-lombaire avec cette plaque lumineuse. Pas tellement, mon ami. Pas tellement, parce que elle est tout de même comme ça, tandis que le sacro-lombaire, là, on voit bien que c'est limité par là. Ça traverse quand même. D'accord ? On pourrait croire qu'elle est là, mais attention, c'est un repli possier, là, hein, à la couleur. C'est une demi-teinte froide, donc c'est pas... Là, c'est vraiment une nuance. Diapo, mais je m'amuse, là, j'espère que je ne vous ennuie pas. Regardez, alors ça, c'est ce qu'on va avoir à étudier. Un trapèze complètement coincé entre les omoplates, qui est forcé de boudiner pour survivre, n'est-ce pas? Il recule en arrière, et les apophyses épineuses des vertèbres dorsales ou thoraciques, comme vous voulez, sont à 3 travers de doigts, ou 4, non 3, en arrière de la convexité charnue. Vous voyez, là, il est complètement coincé. Trapèze moyen, même chose, et ça fait une cuvette chez les garçons. Chez les filles, il y a du gras à cet endroit-là, mais malgré tout, la cuvette est souvent perceptible. Ça va ou pas? Et ça, là, qu'est-ce que c'est? Bravo, c'est le rhomboïde, en effet. Bord spinal de l'omoplate, bord spinal de l'omoplate, rhomboïde. Et ça, c'est joli, non? Le bord externe. Ah, mais je me retarde peut-être, non? Moins 20, ça va. Le bord externe de la masse commune et l'angle rentrant. Regardez, c'est ça. Moi, je comprends qu'on aime les hommes, malgré tout. Parce que regardez comme c'est beau, n'est-ce pas, que ceux d'entre vous qui les aiment, garçons et que les jeunes femmes, regardent ça, parce que c'est vraiment délicieux. Ça leur apprendra à voir et voilà, et à aimer ça. Regardez comme c'est beau ce bassin masculin qui remonte comme ça. Ça, c'est pas de l'anatomie, vous voyez. L'anatomie, elle vous coupe tout ça en deux, parce que ça vient de la mort, et elle oublie de dire que la cage descend sur le bassin et le bassin sur la cage. Et quand on est debout, si on se penche d'un côté, la cage descend dans le bassin et ça s'ouvre un tout petit peu de l'autre. Mais il n'y a pas cette espèce de béance qu'on voit dans les livres de sciences nat qui pue le cadavre, n'est-ce pas? Non! Regardez, la tubérosité iliaque est là et ça remonte jusqu'ici. L'os, c'est là, il est là. Et la tubérosité iliaque est là. Donc ça remonte, ça remonte, ça remonte. Diapo. Et chez les femmes, ça ne remonte pas, ça ne remonte pas, ça ne remonte pas, ça part en arc. Diapo. Là, c'est du grand dentelé. Hein. Diapo. Vous voyez, voilà la difficulté, n'est-ce pas? C'est-à-dire que j'ai vraiment des étudiants adorables qui m'ont dit mon grand-père est très lisible, etc. Mais vous voyez, c'est étrange, comme avec l'âge, parfois, la peau devient toute plissée comme ça. C'était un monsieur d'une gentillesse absolument parfaite, mais c'est intéressant tout de même de vous montrer le trapèze. C'était un ancien sportif magnifique, etc. Hein? Et vous voyez bien les faisceaux, vous voyez même que le trapèze moyen en renvoie sur le trapèze inférieur. Et là, il a d'énormes, comment ça s'appelle la partie moyenne, le long dorsal, n'est-ce pas? Il a dans les spinaux, il a une protubérance du long dorsal. Regardez son grand dorsal, son grand rond. Il n'a pas dû faire des poids et haltères, celui-là, qui est tout petit, comme ça, n'est-ce pas? L'arrière du deltoïde, etc. Mais ce qui est bouleversant, n'est-ce pas, c'est cette peau toute fine, comme ça, sous laquelle, en plus de ça, il adore se dorer au soleil, donc elle est toute dorée, et sous laquelle on voit les faisceaux du trapèze, vous voyez? Et le petit méplat losangique en bas, très bien, on sent l'autre là. Diapo suivante. Vous voyez, on sent une puissance musculaire qui dort sous cette peau vieillie, comme ça, n'est-ce pas? Ça ne manque pas de beauté. Alors voilà, Léonard, en permanence, n'est-ce pas, avait un ou deux personnages âgés, comme ça, dans sa cour, n'est-ce pas, dans son entourage. Et c'est d'après ces personnages âgés qu'il étudiait la morphologie. Ça n'est pas d'après des cadavres, n'est-ce pas? Il y avait le cadavre, quand il le fallait, hein, mais c'était surtout, le plus grand nombre de dessins sont faits d'après des messieurs ectomorphes âgés, dégraissés.
Diapo. Mais vous voyez, ce n'est pas toujours évident du fait de la peau. Alors ça, c'est un étudiant qui m'a fait ça en Afrique du Nord. C'est charmant, c'est un petit peu intime. On a vu assez de dos, ça va, mais je vais vous les montrer vite, je vous les remontrerai. Diapo. C'est drôle, non, ce trapèze inférieur? Regardez ça. Ping! Diapo. 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 Donc ses frères, ses cousins, je ne sais pas. Diapo. Voilà. C'est étonnant, hein, quand même. Alors ça, c'est une contraction d'un muscle qui est en dessous, qui s'appelle le sous-scapulaire, qui est très développé chez les gens qui font de la planche à voile, etc., qui lève les omoplates en aileron, comme ça. Parfois même, ça atteint un peu le pathologique. Et là, on voit le trapèze inférieur. Je ne sais pas si vous le voyez ici. Diapo. Voilà, un trapèze resserré de façon extraordinaire. Ah. Diapo, on va dessiner ça, ne vous inquiétez pas. Voilà un autre monsieur, diapo, il a des problèmes de rachis au niveau de... Voilà, mais regardez, c'est étonnant quand même. Ça, c'est un ectomorphe, ça, c'est un reproducteur. Ouais. C'est un amant un peu rapide, paraît-il, mais vous verrez, je vous montrerai des photos d'un malheureux qui était alcoolique et violeur, là, photographié par Duchesne de Boulogne, c'est ce physique-là, n'est-ce pas? Il ne faut pas généraliser, on me dira. Mais quand même, tout le monde sait que les têtes de satyre de l'Antiquité sont extrêmement impressionnantes. Vous avez vu à quel point il est dégraissé dans les deltoïdes? C'est quand même de la folie, non? On a l'impression qu'on a pris des cuillères, qu'on est allé gratter le gras. Diapo suivante. Voilà, lui aussi. Alors voilà le Vézal, n'est-ce pas? Vous voyez, c'était pas bête, c'était pas en position anatomique crétine, c'est de 1547, ça a été dessiné par l'atelier du Titien, et il y a certains dessins qui sont tellement beaux, je vais vous en montrer un ou deux, reproduits en gravure sur bois. Alors voilà, vous allez voir ce monsieur se déshabiller dans ce paysage. Diapo suivante, on va faire ça détendu, hein, parce qu'il est tard. Vous voyez, les rhomboïdes, etc., les grands fessiers en promenade, le grand dorsal un peu simpliste, mais enfin, 1547, il y avait que Léonard qui était plus fort à cette époque-là, mais c'était en secret. Et regardez, c'est joli, les muscles extenseurs des doigts qui pendent comme ça. Diapo. Pardon. Je m'étouffe. Diapo. Espino, ça c'est bon. Hein. C'est bon pour vous. J'aurais dû la sortir plus tôt, elle est très très bonne. Comment on dit? L'enchevêtrement des muscles de la nuque dans les muscles spinaux. Vous voyez, quand je tousse, ça fait éternuer au fond de l'amphi. Diapo. Là, ça devient grave, vous voyez. Et ça sent le cadavre quand même, parce que vous voyez, la cage est partie, elle a quitté le bassin, c'est fini. Diapo. Là, c'est encore plus triste. Il n'y a plus de ceinture scapulaire, il n'y a plus de bras. D'accord? Diapo. Alors ça, je dois vous avouer qu'à 16 ans, je connaissais une dame peintre surréaliste qui ne supportait pas que je manque d'argent et qui me disait « Quand tu n'as plus d'argent, tu viens ranger ma bibliothèque ». Et donc, j'allais ranger sa bibliothèque pour 100 balles et j'avais l'occasion de voir ce livre. Et j'ai fait une petite peinture d'après ça, car à 16 ans, je trouvais ça extraordinaire, de morbidette, ça, n'est-ce pas, de présence, etc. Je trouve qu'il y a une très très belle, je sais pas, il y a un bel aplomb, je trouve que c'est une image anatomique qui a du charme, ce n'est pas uniquement et bêtement anatomique. Diapo. Toutes ces diapos sont faites sur l'original de la bibliothèque de Rouen. Donc peut-être allez-vous sentir tout à l'heure dans certains détails la qualité du papier aussi. Diapo, ça sont les trois vues générales. Voilà. Alors c'est merveilleusement rendu pour le côté possier, etc. C'est très très bien fait. Moi je trouve ça beaucoup plus beau que des livres d'anatomie courants. Diapo.
voyez, c'est dramatique, n'est-ce pas? La cage est partie. Jamais, jamais je ne vous dessinerai comme ça, parce que ça, c'est de la situation du bassin et de la cage et du reste sur un cadavre, pas sur un vivant. Diapo. Celle-là n'est pas extraordinaire, mais la troisième, regardez, elle est vraiment pas mal. Diapo suivante. Regardez. S'il n'y avait pas l'écart, c'est tout de même bien. Hein, c'est bien. Il y a une qualité de dessin, etc. Et alors, je crois que c'est l'image suivante, diapo. Une image que j'adore. Non, c'est pas celle-là. Ça, c'est très drôle, parce que là, on voit M. Giscard d'Estaing. Regardez. C'est étonnant, non? N'est-ce pas? Il a collectionné 5 crânes seulement. Mais je trouve cette planche fabuleuse, parce que si vous vous prêtez au jeu, vous retrouvez certains de vos amis, vous voyez. Celui-là, j'avoue que j'en ai jamais rencontré. Avec l'effondrement occipital, de l'occipital. Bon, ça, c'est courant, c'est le beau gosse classique, etc. Ça, c'est très impressionnant, ça fait les belles gueules à crâne postérieur. Là, vous voyez ce que je veux dire? Ceux qui n'ont pas besoin de... C'est pas auvergnat du tout, ça. N'est-ce pas? Les auvergnats, ils sont coupés là. Alors lui, c'est maximum, n'est-ce pas? Mais moi, on me disait toujours, mais laisse pousser tes cheveux en arrière pour qu'on ne voit pas que tu as le crâne plat. Le crâne plat, comme Bécassine, vous savez, à la première page du premier volume, l'oncle Corentin, pour partir à la chasse, accroche Bécassine et sa cousine un clou. N'est-ce pas? Donc, ça donne des plats des Bretons, c'est la légende du moins. Parce qu'on accrochait les enfants à des clous pour être tranquilles. Comme ça, ils étaient pendus dans leur lange. Diapo suivante. Voilà, bah pour moi, ça, c'est un dessin du Titien. À l'origine, là, il y a un dessin grandiose. C'est une gravure sublime. Gravure sur bois, sublime. En plus de ça, elle est là à titre purement décoratif. Vous voyez, c'est un crâne de chien, si je ne me trompe, et un crâne humain, auquel il manque une incisive, sans maxillaire, un crâne d'homme jeune, n'est-ce pas? Et ça a une force et une présence, la qualité de la typo magnifique, etc. Et je suis très content de ma diapo parce que j'ai de beaux noirs, n'est-ce pas? Et ouais, c'est une gravure sur bois, mais regardez, c'est taillé quasiment comme du burin, n'est-ce pas? Diapo. C'est très, très beau. Voilà, 2 maxillaires magnifiques aussi. Vue antérieure, vue postérieure. Vous pouvez vous acheter un reprint chez Dover pour $15, 15 €, je ne sais pas. Hein. Bon, c'est moins bien parce que vous n'avez pas la beauté du papier, mais c'est bien d'avoir un Vesalius. Les Anglais disent Vesalius. Diapo, les Américains. Voilà. Alors voilà, vous voyez les vertèbres, les premières, avec leurs ligaments. L'axis et l'atlas. Ça, c'est là-dessus que le crâne repose, n'est-ce pas? Voilà, alors il y a encore quelques petits ligaments. Diapo, je trouve que c'est là que je les ai... Ah, pardon, diapo précédente. Excusez-moi, monsieur Yacoub. Il y a même un petit ligament là, vous voyez, devant l'axe de l'axis, n'est-ce pas? Donc l'axis est là, monte avec son promontoire, et l'atlas est là, d'accord? Et là sont les apophyses transverses. Diapo suivante. On voit de l'arrière vers l'avant. Vous voyez, n'est-ce pas? Ça, c'est la première vertèbre. D'accord? Et voilà le dessous du crâne. Voilà les petites convexités qui reposent sur les concavités de l'atlas. D'accord? Alors, vue, te trompe pas de bord, vue postérieure avec le réceptacle de l'axis et vue antérieure de l'atlas, n'est-ce pas, ici. Diapo suivante. Voilà. Et là, vous comprenez tout. Vous voyez, vue postérieure, n'est-ce pas? Vous voyez l'axe. On peut peut-être mettre plus au point, non? Est-ce que je me trompe? Il me semble que c'est un petit peu flou. Non? De l'autre côté? Ah, c'est un peu flou. C'est bizarre. Donc, bon, on ne voit plus rien, là. Bon, tant pis. Alors, là, c'est une vue postérieure. Vous apercevez l'axe de l'axis là-bas. Ça, c'est une vue antérieure. L'axe est là. Ça, c'est l'atlas. Ça, c'est l'axis. Ça, c'est une première. Ça, c'est un axis. Ça, c'est un atlas. Ça, c'est un axis. Vous voyez l'axe, vue antérieure.
Ça, c'est un axis vu postérieur avec l'axe. Vous voyez? Vous comprenez ou pas? Et ça, c'est une, je ne sais pas, c'est une troisième vertèbre cervicale, sans doute. Oui, ça ressemble à ça. Donc, c'est la troisième. 1, atlas, 2, axis, et là, la troisième. Troisième, seconde, première. Bravo. Diapo. Moi, j'aime bien cette planche, vous voyez. J'aime bien, c'est intelligent, il mélange des os pour qu'on ait une vision synthétique, il vous montre bien la tête du fémur et les deux trucs, et puis la trochlée. On sent que c'est un homme intelligent. Diapo. Ah, ça, c'est génial, non? Pour vraiment les ânes qui ne comprendraient pas une trochlée, vous voyez? Diapo. Et Dieu sait si on est un âne quand on commence. Alors ça, c'est pour vous dire, comme c'est bien aussi, je ne vous l'ai pas assez dit, n'est-ce pas, que les os sont creux longitudinalement, n'est-ce pas, spongieux aux extrémités, ce qui leur donne à la fois légèreté, souplesse, efficacité, etc. Diapo, comme une belle architecture légère. Voilà le frontispice, vous voyez. Alors il est là, Vézal, en train de disséquer une dame, ça n'a pas l'air très au point. Il y a Titien qui est où, je ne sais plus. Là, oh, je ne sais plus. Et il y a des chiens qui attendent les résidus. Diapo. C'est plein de vie. Voilà. Titien est là ou là, je ne sais plus. Voilà. Vision un peu fantastique. Mais enfin, si vous allez à Bologne, il reste, et à Padoue, il reste un amphithéâtre anatomique. Bon, celui de Bologne a reçu une bombe dans la dernière guerre, mais par miracle, les écorchés qui soutiennent la chaire du professeur, si vous voulez, je vous les montrerai en photo, d'Ercole et Lelli, qui sont du 18e, très très beaux, existent encore. Et ils ont tout reconstitué en sapin, donc c'est pas mal parce qu'on voit ce qui est authentique en chêne et ce qui est refait en sapin. Par contre, à Padoue, l'amphithéâtre est très... Il n'y a pas de décor, ce sont des ovales superposés. Je ne sais pas si j'ai ça dans mes diapos, c'est sublime de beauté. Enfin, à Padoue, il y a autre chose à voir. Hein. Diapo. Mantegna, Giotto, etc. Voilà, pour finir, pour nous laver un peu le cerveau, diapo, un dessin sublime de Rembrandt, n'est-ce pas? Celui-là, malgré les remises au point des dernières années, est resté de Rembrandt. Je ne crois pas qu'il soit au point. Mais dans cette école, on n'est même pas capable de... Voilà, c'est mieux. Merci beaucoup. C'est parfait. J'adore le jeté qui est là, n'est-ce pas? La tendresse de ça, etc. Là, on n'a pas envie de lui dire « bouge ma cocotte pour que je vois ton trapèze », non, quand même. Diapo suivante. La lumière sur un corps. Voilà. Si vous approchez, voilà ce que vous voyez. Et vous voyez que ce n'est pas mou, hein, surtout. Vous voyez que l'os, il y est là, hein, et puis que ce n'est pas continu bêtement, que les lignes sont discontinues. Ça aussi, c'est un os. Diapo suivante. La main est superbe. Regardez là, la désinvolture des indications, c'est vraiment extraordinaire. Vous voyez, il trouvait que c'était un peu mou, et il est allé reflanquer un coup de plume. C'est du bambou, hein, c'est la plume que reprendra Van Gogh. Diapo. Diapo. Voilà, ça j'adore. Les arrêts là. On sent que, vous voyez, on voit les spinaux. Bon, j'arrête. Mais on sent que le grand dorsal peut passer. Enfin, il sait ce qu'il y a dedans, il le sent, il aime ça. Ici, vôtre. Diapo. Regardez ça. Si ce n'est pas un homme qui n'a pas aimé la chair humaine, celui-là, hein. Regardez le plaisir qu'il prend à vous doubler le gras dans le genou. Ah, le nombre de gourdes aujourd'hui qui... Diapo. Diapo. Le pied, regardez ça. Hein. C'est parfaitement en place par rapport... Il faut un courage pour faire ça. Diapo. Alors voilà un dessin qu'on a tendance à ne plus lui attribuer. Moi, je veux bien. C'est intéressant, n'est-ce pas?
qu'on a tendance à lui retirer. Alors au début, j'avoue que je me suis dit, mais de quoi ils se mêlent, qu'ils nous foutent la paix, etc. Et puis, malgré tout, je dois vous avouer que c'est intéressant. J'aime mieux qu'on laisse un grand point d'interrogation. Moi, j'adore les points d'interrogation. Sur le concert champêtre au Louvre, je trouve ça scandaleux. Maintenant, il y a un cartel marqué Titien. Eh bien, ils ne me le feront jamais croire. C'est à la fois de Giorgione et du Titien, et un point d'interrogation, c'est beaucoup plus beau. Et là, bon, je n'ai pas besoin qu'on me mette un nom là-dessus. Il y a un point d'interrogation, diapo. Vous voyez ? Quand même, c'est intéressant. Et on doit bien avouer qu'il y a des choses qui n'ont rien à voir avec ce que je viens de vous montrer tout à l'heure. Même ça, là, la petite hachure, il a pensé qu'il allait peut-être sortir de l'atelier dans 10 minutes. Ouais. Diapo. Oh, c'est tout de même très étonnant. Diapo. Et vous savez que c'est fou, si un jour vous avez le temps d'étudier les dessins des élèves de Rembrandt, comme ils dessinent comme lui quand ils sont dans son atelier. Vous prenez un nom, ou Bracken, je ne sais pas, ce que vous voulez, parmi les élèves. Et vous suivez, à la médiathèque, vous allez chercher un catalogue sur lui. Et vous le suivez au cours de son existence. C'est extraordinaire. Il y en a, ils dessinent comme Rembrandt quand ils sont dans l'atelier, et après, ils deviennent tout à fait différents. Voilà, diapo suivante, il n'y en a plus, je crois. Voilà, eh bien bonsoir.